Alors, je crois que le jeu, c'est que je te pose des questions. Ouais. Et la première question que je trouve très très bonne, c'est ta première rencontre avec le numérique finalement. Elle s'est passée comment? Oh là là, avec le numérique, putain, mais j'étais marmot. Mes parents m'ont acheté un ordinateur et moi je m'en suis quasiment toujours servi pour programmer. J'ai très peu utilisé de jeux, mais surtout j'ai appris à programmer à l'époque. J'ai appris en lisant Hebdogiciel à la fin de l'école primaire, quoi. Tu vois, j'étais un lecteur d'Hebdogiciel en CM2. Et très jeune, donc. Et donc très jeune. Et du coup, j'ai compris le pouvoir que ce truc-là avait, le pouvoir que l'administrateur système avait, le fait que l'admin du réseau pouvait tout voir sur le réseau. Je l'ai compris très tôt. Oui, c'est ça. Et finalement, je pense que ces premières expériences aussi, elles sont déterminantes dans notre façon d'aborder les combats. Quand tu veux accéder à de la culture en ligne, est-ce que tu passes par les fourches codines de grandes plateformes ou est-ce que tu passes par des réseaux d'échanges très peu centralisés et donc très peu contrôlés et donc très peu contrôlables? Et en fait, tout le problème de la création de ce point hyper centralisé, c'est que ça crée un point de contrôle immense, dangereux. Parce qu'une des questions que tu as surlignées, c'était justement de savoir, d'après vous, faut-il des GAFAM français ou pas de GAFAM du tout? Bon, je crois que voilà, mais dans la prolongation de ce que tu viens de dire, c'est vrai que dans le débat public, il y a eu une attraction très forte pour les géants européens, etc., que personnellement, je n'ai jamais hésité à condamner parce que c'est la reproduction finalement d'un système assez délétère qui nous rend tous objets et que finalement, notre rôle en Europe était beaucoup plus de rechercher à coller finalement à notre devise, c'est-à-dire cette recherche de diversité, cette recherche d'union, de circulation, de respect de la pluralité. Donc, est-ce qu'il y a des... Voilà, comment est-ce que tu vois cette évolution aujourd'hui et comment est-ce que tu vois ce débat qu'on a conduit très longtemps sur GAFAM européen, pas GAFAM européen? Pour moi, c'est pas de GAFAM du tout ce qu'il faut et surtout, faut pas se tromper. Les géants américains sont devenus géants, ils sont devenus toxiques et c'est lié. Et alors franchement, moi que le malfaiteur il soit américain ou européen, bon, quitte à être maltraité par quelqu'un, autant qu'il soit un peu de chez moi, quoi. Mais il y a vraiment cet élément que on est capable d'excellence. C'est une des questions que j'avais entourées sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Il ne faut pas croire, mais il y a une quantité considérable des technos numériques qui viennent d'Europe. On a des ingénieurs qui ne sont pas mauvais, on a des informaticiens qui ne sont pas mauvais. Donc ça, on le fait bien, on est bon dans ces domaines-là. En revanche, les pouvoirs publics empêchent. Il y a quelques temps, tu as publié une conférence qui a été vraiment un succès au moins national. Et cette conférence, évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont en tête parce que je pense que tu avais pointé quelque chose avant l'avènement vraiment massif des réseaux sociaux, etc., etc. Parce que pour moi, ce que tu décrivais à l'instant, d'une certaine manière, on le retrouve aussi dans le paysage médiatique, on le retrouve dans le paysage informationnel, on retrouve ce que Stigler décrivait comme la télécratie, qui est une forme de propagation, pour reprendre le terme de Dominique Boulier, mais d'une autre manière. Est-ce que cette réflexion que l'on peut avoir là, que tu développais sur certaines plateformes en ligne, finalement, on ne peut pas aujourd'hui, c'est un peu une question d'ouverture pour clore cet entretien, la porter aussi sur l'espace informationnel au sens large, en ce qu'il inclut des médias tout à fait traditionnels, mais qui se retrouvent de fait contaminés par une logique qui appartient aujourd'hui à des médias dominants, que sont certaines plateformes. Je lis ça exactement dans l'autre sens. Super. C'était pour ça que je voulais qu'on se parle. Je lis ça exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand on laisse la presse aux mains des milliardaires, ils déforment le monde et ça finit mal. C'est comme ça, on le sait. Et donc, tu vois, je vois plutôt la contamination dans ce sens-là. De la même manière, c'est pas les réseaux sociaux. Et donc, je crois beaucoup plus que c'est la contagion de ce vieux monde qui est venu poser ces structures sur Internet, où on a fabriqué de la centralité avec du Facebook et du Twitter pour recréer la centralité qui était si rassurante pour les grands pouvoirs établis, et où on ramène la même toxicité, sauf que cette toxicité est amplifiée par l'outil informatique. Donc je le vois beaucoup plus dans ce sens-là. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, alors récemment, Hervé Lecronier, donc qu'on salue de CF Éditions, m'a mis entre les mains un ouvrage de Fred Turner qui est beaucoup moins cité que ceux qu'on cite d'habitude et qui peuvent être discutés par ailleurs, etc., qui s'appelle Le Cercle démocratique. Et dans cet ouvrage, justement, Fred Turner revient sur la période de l'entre-deux-guerres où en fait le fascisme était grandissant aussi aux États-Unis, avec une propagande par un média de masse à l'époque qui était la radio, qu'on découvrait en tant que média de masse propagandiste d'une doctrine fasciste. Et donc la question qui se sont posées à cette époque-là, c'était comment on rivalise face à Goebbels. Et tu sais quelle a été leur réponse?
par la décentralisation et la création d'un environnement, et le terme apparemment a un peu d'histoire de ce côté-là, du multimédia. Bon, merci Benjamin pour cet entretien. Merci Jean. À très bientôt. À bientôt.